ou bien, je ne sais pas si j'ai bien compris, mais tu essayes, disons, par des moyens peut-être différents des autres, d'essayer de sauver une dent. Est-ce que tu peux m'expliquer d'abord, si c'est quelque chose que tu as inventé ou que tu as développé, et deux, ce que tu fais. Enfin, quel est ce mystère que tu ne dis pas à tout le monde, ou Non, c'est pas que peut-être... j'ai les bats à tout le monde. J'ai la chance d'avoir eu plusieurs niveaux d'éducation, plusieurs systèmes d'éducation. J'ai été entraîné en France Mhm, euh, dans les années 80 et j'ai eu des profs extraordinaires qui, même s'ils n'étaient pas spécialistes au sens américain du terme, mhm. étaient vraiment spécialisés et enseignaient au plus haut niveau de ce qu'ils pouvaient enseigner dans disons, territoire dentaire limité. Donc j'ai appris comme ça la radiologie de façon très avancée, j'ai appris la parodontie, j'ai appris la chirurgie orale et j'ai appris l'endodontie. D'accord. Et en fin de compte, c'est l'endodontie sur laquelle éventuellement je suis resté parce que le professeur qui m'avait entraîné dans cette science m'a montré que c'était une chose qui était extrêmement intéressante de pouvoir sauver des dents Mhm, et donc de leur donner une deuxième chance. Éventuellement, quand je suis venu aux États-Unis, j'ai atterri à UCLA, mhm. qu'à l'époque j'appelais UCLA, comme tout D'accord. bon français, Mhm, UCLA. Et donc à UCLA, j'ai fait beaucoup de recherches sur l'os ok. et j'ai eu beaucoup de chance. J'ai rencontré des pionniers en recherche osseuse, Mhm, qui étaient d'ailleurs des chirurgiens orthopédiques. mhm. J'ai aussi travaillé avec des parodontistes, j'ai travaillé en biologie moléculaire. Et cette recherche sur l'os était fascinante parce qu'à l'époque, je faisais pousser de l'os littéralement dans les muscles. Et c'était des muscles de souris, les D'accord. jambes de souris. Et tu as C'est- appliqué ça aux humains? Alors c'était une avance absolument extraordinaire. C'est la première fois qu'on comprenait que vraiment il y avait une clé protéique, il y avait une clé chimique euh, Pour faire pousser qui l'os? faisait pousser l'os. Et alors ce qui est intéressant, c'est que en endodontie, donc dans la science des traitements canalaires, Mhm, quand on commence à avoir des caries importantes, quand les caries atteignent le nerf, comme le nerf est un tissu mou et qu'il y a des bactéries qui vont dans le nerf, la pathologie elle avance très vite mhm, parce qu'elle n'est plus bloquée par des tissus durs. mhm. Et une des conséquences qui est très très classique des caries profondes et donc euh, des, des damages, ou des, comment on dit, des damages, des choses, Détérioration? oui, des infections qui sont Oui, faites dans les dents, c'est le fameux abcès où les gens oui, doublent en volume, ils ont très très mal. oui. Et la répercussion de ça, c'est une maladie osseuse. Donc par coïncidence ou par chance Tu as ou autre, découvert que tu pouvais le faire. non, en fin de compte, j'ai découvert un lien très intime entre la science des traitements canalaires ou la science de la dévitalisation, Ah, d'accord. qui est en fin de compte la science de sauver les dents. C'est d'enlever le Et nerf? c'était lié complètement à la maladie osseuse. D'accord. Donc, comme avait été entraîné à sauver les dents, Mhm. en fin de compte, sauver les dents, c'est aussi une façon de sauver l'os. Et donc, Tu as combiné les deux. j'ai combiné les deux. Et j'ai trouvé ça fascinant parce qu'en fin de compte, cette combinaison de la science endodontique et la science de biologie orale, une vingtaine d'années après que j'ai commencé, m'a fait ouvrir un territoire qui était vraiment complètement nouveau il y a une quinzaine d'années, que j'ai d'ailleurs appelé endo-implantologie ou endo-implantology, qui est d'ailleurs un trademark parce que Mais tu as ça, c'était une vraie invention. c'est une implantée ou Non, comment? ça en fin de compte, c'était la première fois qu'on passait, qu'on crée des protocoles pour Mhm. passer des échecs endodontiques Oui. ou des échecs des dents ou des échecs de l'os Mhm. et qu'on allait les transformer en succès implantaires. D'accord. Alors là, le passage est intéressant parce qu'on parle de situations où on a des faits, des défects, des os très abîmés, très infectés, avec des pertes importantes. Et on va essayer, par des protocoles qui sont assez sophistiqués, qui utilisent beaucoup de bioengineering, on va essayer de faire repousser l'os Ah, d'accord. et on va éventuellement utiliser l'implant comme un échafaudage. D'accord. Donc c'était une notion qui était très très différente de l'implantologie. L'implantologie qui a maintenant au moins une trentaine d'années, pour ne pas dire 40 d'ailleurs, Mhm. et qui, quand moi j'étais à l'école dentaire à Paris, était vraiment une connaissance tellement naissante que on n'a pas nous-mêmes, en tant qu'étudiants dentaires, vraiment été entraînés. En fin de compte, à l'époque, quand on avait des maladies parodontales,
je me souviens très bien, mes professeurs qui nous disaient, au mieux, on peut la ralentir. Si on Ouais. est un expert, on peut l'arrêter, mais c'est tout ce qu'on peut faire. Ça veut dire qu'à l'époque, il n'était absolument pas question de régénération. Il D'accord. n'était pas question de repousser de l'os, il n'était pas question de regagner du terrain. Mais à cette époque-là, on pouvait quand même faire une greffe d'os. Non, dans les années 80, Oui. c'était pas du tout quelque chose de courant. Non? C'était peut-être, non. Non? Moi, c'était en 1985 que j'étais à UCLA et c'était vraiment à UCLA, c'était le plus haut de la recherche, c'était de faire régénérer de l'os, de faire repousser de l'os. D'accord. Et c'était encore, Au début. c'est très expérimental. D'accord. Et qui a été, disons, le premier être humain sur qui ça a réussi? Alors ça, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est au point de vue historique, c'est que il y avait donc avant la période où j'étais à UCLA des recherches en Russie qui étaient faites en utilisant des champs électriques Mhm. pour encourager l'os, surtout dans les os longs, comme les os de jambes quand ils sont abîmés dans des accidents où ils sont littéralement broyés. Et la difficulté, c'est si on a un os qui est si long et qu'il était très abîmé au milieu, comment est-ce qu'on recrée une matrice? C'était un truc très très difficile. Et j'avais entendu à l'époque qu'il y avait des recherches qui étaient faites en utilisant des courants électriques ou d'autres événements pour encourager une sorte de direction, pour donner une direction aux cellules, pour se trouver un peu dans quelle direction ils devaient pousser. Mais à ma connaissance, le professeur juriste était vraiment le premier qui avait été capable de ressortir de l'os l'élément, la clé, Mhm. qui pourrait en fin de compte encourager n'importe quelle cellule souche d'origine à fabriquer de l'os. C'est pour ça on pouvait faire pousser de l'os littéralement dans les muscles. C'était un russe alors. Et tu as lu ce qu'il avait écrit? Non, j'ai rien lu de Monsieur Russe parce que ça c'était une anecdote que j'avais entendue. Mon patron c'était un Américain qui d'ailleurs cultivait des avocados et des oranges dans son jardin D'accord. je crois que c'était à Los Angeles ou près de Los Donc, Angeles. donc ce russe t'a, disons, un petit peu inspiré, mais toi, tu l'as appliqué. Non, j'ai beaucoup appris en fin de compte. J'avais beaucoup appris sur la biologie osseuse, Oui. mais d'un point de vue empirique, en faisant des traitements canalaires. Si on fait des traitements canalaires de très haute qualité, Oui. si on fait des très bons scellements, il y a une sorte de magie qui s'arrive dans l'os, parce que l'os est capable de repousser par lui-même sans aucune intervention autre qu'un bon traitement canalaire. Mais tu as eu quand même une première personne sur qui ça a réussi. Alors, disons que la réparation osseuse après traitement canalaire, c'est vraiment quelque chose qui est, euh, comment dirais-je, Il y a eu quand même des succès, non? beaucoup de tous les gens qui font les traitements canalaires Oui. et qui ont une bonne qualité de traitement canalaire feront l'expérience de la régénération osseuse dans des zones ce qu'on appelle apicales. C'est-à-dire que quand on a une racine, au bout de la racine ça s'appelle l'apex, comme le haut d'une montagne. Mhm. Et cet apex qui parfois présente des lésions importantes osseuses va pouvoir démontrer qu'il est capable de réparer par lui-même. La grosse différence, c'est que quand on a des lésions Mhm. sur des dents, par exemple, qui sont fracturées, Mhm. on commence à avoir une communication entre le monde extérieur, qui est le monde de la bouche, et le monde intérieur, qui est le monde de l'os. Mhm. Donc il y a une très très grosse différence entre ce qu'on appelle les lésions purement d'origine endodontique, mais ça veut dire quand on a un abcès parce qu'on a une carie qui est profonde. Mhm. La lésion osseuse, Mhm. elle est quand même entourée entièrement par de l'os. Ce sont des sortes de lésions internes. C'est un Mhm. milieu fermé. Bien que ce soit infecté, c'est quand même un milieu fermé. Ok. À l'opposé des lésions parodontales, qui sont vraiment les lésions des osseuses hautes, Mhm. qui sont complètement liées avec le manque d'hygiène, comment si on se brosse les dents ou pas. Mhm. Et ces lésions parodontales sont très très différentes. De ceux Très qui sont. différentes. C'est un monde différent. Pourquoi? Parce qu'elles sont exposées au milieu extérieur. D'accord. Il y a un phénomène à un moment qui s'appelle endoparo. Mhm. Ça veut dire qu'éventuellement ces deux lésions, ces deux mondes se joignent. D'accord. Alors ça devient tout à fait un autre territoire pour les traitements. Et donc quand on fait des traitements sur dents qui ont été très abîmées, très cariées ou bien même fracturées, alors ces deux mondes se joignent, créant des difficultés cliniques Mhm. qui sont très différentes. Des difficultés purement endodontiques ou des difficultés purement parodontales.
Ok, ok. Non, mais ma question, c'était, quand tu as vu que tu pouvais faire pousser de l'os, il y a quand même eu une personne après d'avoir essayé sur ça sur un animal, tu as quand même essayé sur un être humain. Alors non, c'est pas une question d'essayer. On avait, disons que j'avais l'expérience Ouais, de l'os qui repoussait de deux façons. voilà. Ou bien en faisant un très bon traitement canalaire, Mhm. j'avais observé, et j'étais pas le seul d'ailleurs, que même des lésions très grosses, Ouais, aussi grosses qu'un pois chiche par exemple, ouais. avaient le potentiel de se réparer en des fois 2 ans et demi. Bon, Et d'accord. l'autre expérience que tout le monde connaît très bien, c'est que quand on extrait une dent, Mhm. même s'il y a une grosse infection, l'os éventuellement va se réparer. Il va peut-être pas se réparer à 100%, mais il va se réparer. Donc ça nous donnait déjà une idée Il y avait quelque chose qui se d'un passe. potentiel de réparation, qu'en fin de compte, n'importe quel dentiste qui a fait des études et qui est Le intéressé savait, par ce qu'il le fait, savait, intuitivement, il le sait. L'os veut réparer. veut se réparer. Il veut se réparer. Disons, c'est la nature de la vie de vouloir survivre. Donc Ok, l'os veut survivre et se ok, réparer. Là où je suis rentré dans un territoire qui était peu connu, c'était quand on fait une extraction. oui. Quand on a commencé dans le domaine de la régénération osseuse, Mm. ce qui se passait, c'est qu'on faisait une extraction et on attendait. Et on attendait quoi? On attendait que l'infection claire, on attendait que les gencives se referment. Éventuellement, quelques semaines après, on réouvrait Oui. pour maintenant grafter, Mettre une dent mettre quelque artificielle. chose. Non, pas encore. Pour Pas juste encore. encourager l'os à repousser. On a tout essayé. On avait essayé le corail, on avait essayé l'os d'origine bovine, Ok. l'os d'origine humaine. Il y avait beaucoup de choses qui avaient été essayées. Moi, ce que j'avais réalisé à un moment, c'est que même si un territoire a une infection, Mhm. cette infection éventuellement a une limitation. Et je crois que c'était la plus grosse découverte que j'avais faite. C'est de croire que même ce qui est négatif au point de vue infectieux n'est pas nécessairement vainqueur dans un challenge. Ah, d'accord. Ça Donc, veut dire que on sait que le bien a des limitations. mhm. Et moi, je me suis dit que si le bien a des limitations, il n'y a aucune raison que le mal n'ait pas de limitation. Ok. Et par conséquent, si on prend en considération cette notion de limitation, il y a un moment, pas magique, mais disons pas évident, Mhm. où on peut pousser la biologie à vaincre Mhm. un environnement qui est d'origine négative, d'origine infectieuse, d'origine inflammée. Et c'est là où j'ai commencé à faire des graftings immédiats de sites qui étaient considérés sales, en faisant des curetages profonds, en utilisant le laser, en utilisant des antibiotiques locales. Parce que je me suis dit, tant que le patient est vivant, ça veut dire que quelque part, même dans ce territoire négatif, il y a quelque chose de positif. Mhm. Donc le jeu, c'était de trouver jusqu'où va le négatif, l'enlever, le cureter, l'abîmer, le rendre faible, pour que les forces de guérison puissent Surveiller. renverser, Ok. puissent renverser le phénomène. Et guérir malgré le fait qu'on a commencé dans un territoire qui est abîmé. Et ça, je pense que c'était une des plus grosses révolutions Ok. pour Donc, moi.